Bonjour, bienvenue au balado Le passé au présent, développé par la Société Alzheimer de Québec, le balado qui tente de vulgariser et de démystifier l'information entourant les troubles neurocognitifs. Mon nom est Charlie Dorval et je suis intervenante sociale à la Société Alzheimer de Québec. Avant de débuter, je vous invite à visiter notre site web sociétéalzheimerdequebec.com si vous souhaitez faire un don ou vous informer sur nos services. Si vous désirez parler à une intervenante, référez-vous à la Société Alzheimer de votre région. Merci et bonne écoute! Marie-Andrée, merci beaucoup d'être présente aujourd'hui. Marie-Andrée Gagnon, qui est kinésiologue. Bienvenue, d'abord. Merci, ça fait plaisir d'être ici aujourd'hui. Oui, nous aussi, ça me fait vraiment plaisir. Moi aussi, ça me fait vraiment plaisir de t'accueillir. En fait, pourquoi on a fait venir, je vais expliquer un petit peu là, pourquoi on a fait appel à toi. En fait, c'est toi qui nous a proposé de faire une conférence gratuite pour nous parce qu'on a fait appel à tes services pour notre club de marche. Puis, tu as fait les 12 semaines, si je ne me trompe pas. Environ 12 semaines. Ouais, peut-être un peu plus, là, vous l'avez... Jusqu'à l'automne, oui. Puis, ça a été vraiment un franc succès, le club de marche. Les participants étaient extrêmement contents et satisfaits du service. Puis, avec tout ça, là, on t'a proposé, plutôt que de faire la conférence, on préférait t'avoir en balado pour avoir une plus grande conversation avec toi. Donc, bienvenue. Oui, merci. Je t'invite à peut-être te présenter qui tu es puis pourquoi la kinésiologie. Oui, en fait, ça m'a fait plaisir là, de donner le club de marche. Je trouvais que justement, les gens, qu'il manquait un petit peu de connaissances sur qu'est-ce que ça fait l'activité physique sur les troubles neurocognitifs. Oui, vraiment. C'est pour ça que je trouvais ça pertinent d'être là aujourd'hui. Puis, en fait, moi, Marie-Andrée, ça fait 5 ans que j'ai terminé mon baccalauréat en kinésiologie, puis j'ai fait une maîtrise en réadaptation des AVC également. OK. Puis, ça fait 5 ans là, que je travaille pour la clinique Synapse. Fait que nous, on travaille vraiment avec les gens qui ont des troubles neurologiques, fait que ce soit le Parkinson, la sclérose en plaques. Puis, j'ai des clients aussi que j'entraîne en privé qui ont la maladie d'Alzheimer. Fait que je vois vraiment l'impact de l'activité physique sur eux, sur leurs conditions physiques. Je voudrais vraiment, premièrement, il y a des gens peut-être qui connaissent pas qu'est-ce que c'est la kinésiologie. Je pense que ça date pas de très, très, très longtemps. La kinésiologie comme telle. Peux-tu nous expliquer un peu qu'est-ce que c'est? Quelle est cette science? Oui, la kinésiologie, des fois, on nous confond avec la physiothérapie. C'est une question qu'on entend quand même souvent. Mais en fait, la kinésiologie, nous, on est vraiment les spécialistes de l'activité physique. Fait qu'il faut prendre vraiment le kinésiologue comme quelqu'un qui va t'accompagner, quelqu'un qui va t'aider justement dans ta pratique d'activité physique. Fait qu'on peut aider les gens soit en prévention, fait qu'on veut prévenir les maladies, on peut prévenir les blessures, on peut agir en traitement. Fait que quelqu'un qui a une maladie comme le diabète, bien, l'activité physique peut l'aider justement à améliorer son taux de glycémie. Si on parle aussi de performance, c'est des kinésiologues qui vont travailler plus avec des athlètes. Okay. Donc, on travaille vraiment en amont et en prévention. Puis notre rôle, vraiment, nous, avec nos clients, c'est de prendre la condition de santé de la personne, puis essayer de l'améliorer. Fait que des fois, c'est pas toujours sécuritaire. Fait que nous, on s'adapte vraiment à la santé de la personne. Si, par exemple, elle a mal au dos, on est capable d'avoir des interventions d'activité physique qui sont adaptées à elle, personnalisées. Puis, on va aussi l'accompagner vers un mode de vie actif. Fait qu'on a des stratégies pour l'aider à être plus active, puis justement à vivre le plus longtemps possible en santé, puis améliorer la qualité de vie. Fait qu'au final, on accompagne les gens à être actifs le restant de leur jour. Fait que c'est vraiment une science qui est quand même élaborée. Donc, dans le fond, vous créez comme une espèce d'environnement, de programme, pas un programme, mais une façon que la personne qui veut justement se remettre en forme en fonction de ses capacités, ses forces, vous assurer que la personne puisse atteindre ses objectifs, dans le fond. Exactement. C'est un peu ça. Parce que, tu sais, veut pas une personne qui va commencer par elle-même, ça se peut que ses objectifs soient trop élevés et qu'elle ne sache pas nécessairement par où partir. Oui, c'est ça. Nous, on essaie de calmer les attentes. Là. Des fois, j'ai des clients qui arrivent dans mon bureau puis disent « Là, moi, je veux m'entraîner 4 fois semaine. » Je suis comme « OK, mais là, on est à 0. » Ouais. Fait jamais y aller tranquillement pour ne pas partir à Lyon pour pas finir en tortue. Fait qu'on donne des objectifs réalistes, 1 à 2 fois semaine, puis on les accompagne là-dedans. Fait qu'on essaie que eux, la solution vienne de eux-mêmes, mais nous, on est comme vraiment le guide qui les accompagne. Ça aide aussi à prévenir les blessures. Ben oui, exactement. Parce que veut pas, quand on part de 0 à 4, il y a des risques de blessures qui peuvent arriver. Ben oui. Le corps n'est pas prêt nécessairement à la charge que tu vas lui donner. Fait qu'il faut y aller tranquillement. Puis c'est ça, notre rôle, nous, c'est de trouver des activités physiques qui sont sécuritaires pour la personne, puis motivantes aussi. Parce que la motivation, c'est le nerf de la guerre. Oui, tout à fait, oui, effectivement. Tu parlais d'impact. Tu dis que tu vois l'impact que l'activité physique peut avoir sur tes clients que tu as qui vivent avec un trouble neurocognitif. Quel genre d'impact tu vois au quotidien?
Oui, très bonne question. En fait, j'ai un exemple qui est très, très, très concret. Là. J'ai un monsieur qui a 85 ans, qui a la maladie d'Alzheimer. Puis là, récemment, on a inclus un petit peu plus la montée d'escalier. Fait qu'avec OK. moi, on monte des escaliers de sa résidence. Puis avec une autre personne, il va la monter dans la journée. Fait que là, il fait 2 fois par jour, OK. monter les escaliers. Puis déjà là, j'ai vu qu'il est moins essoufflé rendu en haut, il a moins la langue à terre, il a plus d'énergie. Fait que l'énergie peut aussi avoir un impact dans le quotidien de la personne. Puis si je vais vraiment plus concret dans l'impact de l'activité physique sur le cerveau, là, quelqu'un qui a vraiment la maladie d'Alzheimer ou d'autres troubles neurocognitifs, en fait, malheureusement, quand on a la maladie d'Alzheimer, on perd une forme de... La protéine, qui est le facteur neurotrophique du cerveau, là, c'est un gros terme là, pour dire que ça, c'est dans le cerveau, puis ça l'aide à la survie des neurones, puis ça aide à la croissance de nouvelles neurones. Quelqu'un qui a la maladie d'Alzheimer, ça va avoir un taux un petit peu plus bas. Mais quand on s'entraîne, on stimule cette protéine-là. Fait que l'activité physique va stimuler ça. Donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est que si on a une augmentation de ces protéines-là dans le cerveau, on aide à la survie de nos neurones, qui, malheureusement, peut avoir un impact. Il ne veut pas avec le trouble neurocognitif. Fait que juste garder ça en tête, que ça va avoir quand même un impact. Puis si on parle un petit peu plus d'entraînement, bien en fait, par exemple, comme mon monsieur, si lui, il a une meilleure force musculaire, il a plus dans l'équilibre, il est moins à risque de tomber. Fait qu'on sait que les chutes, à 80 ans, se casser une hanche, ça fait un cercle de déconditionnement physique qui est vraiment pas souhaitable. Fait que ce niveau-là qu'il faut garder en tête. Mais il y a aussi d'autres aspects de l'entraînement, comme les fonctions cognitives. On sait que quelqu'un qui s'entraîne, il va avoir une meilleure capacité exécutive, fait que ça travaille son cerveau, ça travaille sa mémoire, son attention. Puis il y a aussi des données scientifiques qui démontrent que l'entraînement, l'activité physique, peut aider à réduire le déclin cognitif. Donc, concrètement, aider à ralentir la progression de la maladie. Tout à fait. Mais on peut penser que, justement, vu qu'une personne a déjà la maladie, ben, il est comme trop tard pour commencer à faire ce genre de... Tu sais, vu qu'on n'est plus en prévention, c'est comme si ça devenait inutile, ce genre de mode de vie-là, si on veut. Mais de quelle façon, justement, une personne qui a déjà un trouble neurocognitif peut aider à prévenir la réduction? Très bonne question. En quoi c'est utile, en fait? Très bonne question. Mais en fait, peu importe le trouble neurocognitif qu'on a, bouger, ça va être pertinent. Il ne faut pas le voir comme une fatalité, dans le sens que si on s'entraîne, on va optimiser. Fait que si on a déjà, oui, OK, la maladie a fait son chemin, mais on peut-tu l'aider à la ralentir par l'activité physique? Si, en s'entraînant, on peut optimiser un petit peu les capacités de mémoire qu'on a, les capacités d'attention, fait qu'on essaie on réduit la progression. Fait que oui, OK, la maladie est là, mais l'activité physique peut vraiment avoir un impact positif au niveau du déclin cognitif. Oui, puis tu parlais tout à l'heure des chutes. Si une personne a une bonne capacité musculaire, ou du moins si elle travaille là-dessus, elle réduit le risque de chute. Souvent, ce que nous, on entend, ce qu'on voit dans notre quotidien quand on interagit ou on intervient auprès des gens qui ont des troubles neurocognitifs et leurs familles ont tendance à vouloir, justement, en voulant réduire les risques de chute, ils veulent réduire l'activité de la personne, en voulant dire « laisse faire ça, je vais le faire à ta place », ou ils prennent la place de la personne elle-même. Comme ça, ben ils pensent réduire justement les risques de se faire mal, de se blesser ou quoi que ce soit. Mais de ce que tu viens de dire, c'est un peu l'inverse. Exact. Tous les mouvements qu'on fait dans une journée comptent. S'il y a 24 heures dans une journée, on endort 8 heures, il en reste toujours 16. Mais il faut optimiser, de se déplacer dans la maison, sortir la vaisselle du lave-vaisselle. Il faut se pencher, c'est un mouvement, donc il faut vraiment optimiser. Fait que oui, il faut que la personne elle continue à bouger. Le fameux exemple, on voit quelqu'un qui est peut-être pas en béquille, mais quelqu'un qui a de la misère à ouvrir la porte, on va l'ouvrir pour elle. Oui, c'est gentil, mais en même temps, elle développe pas ses muscles, elle n'a jamais le faire. Fait que faut l'inclure un petit peu plus dans les activités pour pas que, justement, elle devienne plus sédentaire, puis qu'au final, après 5 ans, là, elle va avoir perdu des capacités, puis elle sera peut-être juste plus capable de faire la tâche qu'on lui demandait avant, là. Oui, puis justement, en plus de pas avoir les muscles pour le faire, elle crée pas, justement, ce réflexe-là de faire l'activité elle-même, fait qu'elle perd la capacité, la fonction cognitive d'être en mesure de le faire. Fait que, tu sais, l'idée, c'est vraiment pas nécessairement de faire les choses à la place de la personne, mais plus de l'accompagner ou de l'aider ou de la soutenir à faire les choses. Exact. C'est un peu ça. Exactement. C'est sûr que les activités comme pelleter, ben là, on peut comprendre que là, s'il y a un risque de chute, on est mieux de le faire à sa place. Je pense qu'il faut choisir ses champs de bataille. Là. Tout à fait. De réduire les risques, mais tout en gardant une forme active. C'est ça l'important. Ouais. Puis, au bout du compte, ce qu'on se rend compte, dans le fond, c'est que
plus on veut protéger la personne au risque de chute, moins on la protège. Ouais. Inconsciemment, c'est ça qui se passe. Si elle a moins d'équilibre, elle est plus en risque de tomber. Si elle est plus en risque de tomber, ben, va peut-être bouger moins. Puis là, c'est ça. Ça crée un cercle vicieux. Je veux revenir aux bienfaits parce qu'on en a parlé un petit peu vite fait, mais concrètement, on a parlé des bienfaits que toi, de l'impact que toi, tu as vu sur tes clients, mais concrètement, si on peut aller un petit peu plus en profondeur, c'est quoi les bienfaits de l'activité physique au quotidien sur une personne? Est-ce qu'il y en a d'autres que ce qu'on a dit? Oui, tout à fait. Il y en a beaucoup. La liste est longue. On y va. On y va, on rentre dedans. Bien, il y a beaucoup, beaucoup de bienfaits. Tu sais, si une personne, justement, qui bouge un petit peu plus, ça peut réduire son anxiété puis sa dépression. Fait que ça peut avoir un impact sur son humeur, avoir une humeur un petit peu plus stable. Aussi, au quotidien, une personne qui va dehors, qui profite du bien-être extérieur, bien, elle va se sentir mieux, elle va peut-être être plus positive. Sinon, être capable de se déplacer plus facilement. Tu sais, si, par exemple, elle va voir ses petits-enfants, puis que là, elle se sent plus solide sur ses deux jambes, qui est capable de se mettre à quatre pattes pour jouer avec eux, ça peut avoir un impact quand même assez grand. D'être capable de se déplacer aisément sans avoir toujours besoin de quelqu'un, de se sentir solide, ça peut avoir un impact au quotidien dans ses tâches. Être capable de monter les escaliers, par exemple. Encore là, ça dépend beaucoup de l'âge de la personne. Bien, ça augmente l'autonomie, en fait, aussi. Oui, c'est ça, exactement. Parce que déjà qu'avec la maladie, on perd en autonomie. Si on peut, au moins au niveau physique, de garder cette autonomie-là, c'est intéressant. Exact. Être capable de prendre sa douche, c'est pas si évident. Même rentrer dans un bain puis sortir d'un bain, c'est pas si évident que ça, là. Tout à fait. Fait que juste plus elle est forte, plus elle est capable de se pousser avec des barres qui peuvent les aider aussi, là. Fait que, puis le sommeil aussi, l'activité physique a vraiment un impact sur le sommeil. Si la personne a un sommeil plus réparateur, bien, c'est bon pour le cerveau parce que quand on dort, c'est comme notre cerveau, il fait le ménage des mauvaises choses dans notre cerveau, des déchets. Fait que ça peut aider aussi, là, concrètement. Tu dis que ça a un impact sur le sommeil. De quelle façon ça a un impact sur le sommeil, l'activité physique? Bien, en fait, quelqu'un qui s'entraîne, il va mieux dormir. OK. Fait que ça va l'aider, justement, le lendemain, il va être plus frais, il va avoir un sommeil qui est plus réparateur. OK. Fait qu'on va avoir un sommeil qui est plus profond. Quelqu'un qui bouge plus que quelqu'un qui bouge moins. OK. Parce que, justement, il a dépensé plus d'énergie. C'est un peu ça? Oui, c'est ça. Il va avoir dépensé plus d'énergie. Puis, en même temps, il va s'endormir un petit peu plus facilement. OK. Ouais. Ah, c'est intéressant, ça, parce que effectivement, en plus de l'activité physique, le sommeil est un facteur de risque. Bien, facteur de protection si t'en as un bon et facteur de risque si t'en as un moins bon à développer des troubles neurocognitifs. Exact. Fait que, dans le fond, on peut emboîter les deux, puis tout est dans tout, là, en fait. Oui, exactement. Quelqu'un qui dort bien, bien, il se protège d'avoir des troubles neurocognitifs. Puis quelqu'un qui a des troubles neurocognitifs, s'il dort mieux, bien, son cerveau fait le ménage quand il dort. Fait que ça va l'aider aussi. Quand tu dis qu'il fait le ménage, il fait le ménage de quoi spécifiquement? Oui, c'est des déchets qu'on a dans notre cerveau. OK. Fait qu'il va juste il va éliminer ces déchets-là. Puis ces déchets-là, si par exemple ton cerveau les élimine pas, quel impact ça a? Très bonne question. Je pourrais pas répondre. OK, c'est correct. Je suis peut-être allée trop loin dans mon raisonnement, mais c'est intéressant. Mais ces déchets-là sont causés... Est-ce qu'on sait qu'ils sont causés par quoi? Bien, en fait, ça peut être du stress oxydatif. Okay. Si, par exemple, on a du stress dans la journée, puis d'autres facteurs, tu sais, l'alimentation peut avoir un impact aussi. Okay. Fait que tout ça va faire en sorte que le stress oxydatif, on peut toujours rentrer dans le rôle des mitochondries, là, j'en parlerai tantôt, là, mais les mitochondries, en fait, eux autres, ils protègent notre cellule. Fait qu'ils vont faire le ménage, eux autres aussi. Fait qu'en dormant, ils peuvent aider, justement, ce stress oxydatif-là à le réduire, parce que le stress oxydatif peut avoir un impact négatif sur les cellules. Okay. Puis, les mitochondries, là, si je rentre un petit peu dans le sujet, là, les mitochondries, en fait, c'est des organismes qui sont dans nos cellules. C'est comme notre petite centrale d'énergie. Okay. Les mitochondries, là, ça protège la cellule, ça donne l'énergie aux neurones, puis ça fait le ménage aussi. Fait que si tu t'entraînes beaucoup, ça augmente tes mitochondries. Le nombre de mitochondries? Le nombre de mitochondries, exactement. Puis, il y a eu un lien qui a été fait entre des mitochondries qui sont défectueuses et le lien avec les troubles neurologiques, comme le Parkinson, l'Alzheimer, puis la sclérose en plaques. Fait que plus on s'entraîne, plus on augmente l'efficacité des mitochondries. Puis eux, les mitochondries sont intelligentes. Les pas bonnes, ils les éliminent d'eux-mêmes. OK. Les pas bonnes mitochondries, ils s'éliminent d'eux-mêmes. Oui, si tu t'entraînes suffisamment. OK. En s'entraînant, ils font le ménage. Mais c'est sûr que quelqu'un qui ne s'entraîne pas, qui n'a pas une bonne hygiène de vie, ces mitochondries, ils n'iront pas nécessairement très bien non plus. OK. Fait que ça peut être un facteur de protection. OK.
quand tu dis qu'ils iront pas très bien, ça veut dire qu'ils feront pas nécessairement le ménage d'une façon qui va être protectrice pour la personne. Exactement. OK. Puis là, ben, on devient effectivement plus à risque de développer des troubles X par la suite. Exact. OK. Ouais. Mettons qu'on repart, tu sais, là, on sait que l'activité physique a un impact, positif sur la globalité la globalité de notre aide, de notre mode de vie, etc. Si une personne part avec, tantôt tu parlais, ça prend de la motivation. Maintenant, on prend une personne qui a un trouble neurocognitif, mais qui n'a jamais vraiment fait d'activité physique dans sa vie. De quelle façon on peut... Souvent, nous, on nomme, il faut y aller au niveau des activités de la vie quotidienne ou juste pour stimuler les fonctions cognitives. On nomme aux gens d'y aller en fonction des intérêts de la personne. Mais mettons, la personne, elle n'a pas nécessairement d'intérêt au niveau de l'activité physique. Comment on fait pour trouver quelque chose qui peut justement l'amener à avoir du plaisir puis à continuer l'activité? Excellente question. On sait que la motivation, c'est vraiment le nerf de la guerre pour tout le monde. Là. Oui, tout à fait. ça tente même quelqu'un qui est actif, ça ne tente pas toujours d'aller s'entraîner ou d'aller bouger. Fait que si on part avec quelqu'un qui n'a jamais bougé sa vie, ben c'est sûr qu'il y a plusieurs stratégies. Là, nous, les kinésiologues, on est les pros de l'entretien motivationnel. Fait que si on a quelqu'un dans notre bureau, ben, on va essayer de poser des questions ouvertes. D'essayer de chercher un petit peu dans son bagage qu'est-ce qui pourrait la motiver à s'entraîner pour que la réponse vienne d'elle-même. OK. Fait que si, par exemple, c'est une personne... Mettons, on va prendre Ginette. Oui, Ginette. Parfait. Ginette sera notre exemple aujourd'hui. Super. Ginette n'a jamais bougé de sa vie. Elle arrive dans mon bureau, bien, je vais lui poser des questions ouvertes dans le sens qu'est-ce que ça pourrait t'apporter de bouger? Pour qu'elle-même, elle réfléchisse. OK. Qu'elle trouve les réponses d'elle-même. Ah, ben tu sais, si je bouge, c'est vrai que, tu sais, je serais peut-être plus en forme. Si je suis plus en forme, ben je serais peut-être capable, justement, de jouer avec mes petits-enfants. Fait que là, ça vient y parler, ça vient y chercher loin, de voir que, par exemple, qu'elle n'est pas capable de jouer avec ses petits-enfants parce qu'elle n'est pas capable de se mettre à terre. Donc, tout ça, on pose des questions ouvertes. Mais tu sais, vous, avec votre proche, ça peut aussi être... ça pourrait être possible de poser des questions ouvertes pour que la personne elle trouve la réponse d'elle-même. Puis c'est aussi peut-être de creuser dans son passé. Tu sais, si quand elle était jeune, elle jouait au badminton, bien, qu'est-ce qu'elle aimait de faire de cette activité-là? Elle va trouver des réponses. Puis là, adapté à son âge d'aujourd'hui, si elle a 75 ans, bon, peux-tu trouver une activité physique qui est sécuritaire? Peut-être que le badminton, c'est peut-être trop intense pour elle. Bien, le pickleball, qui est vraiment le sport oui, à la Québec, mode, ce là, oui. ou d'autres sports de raquettes qui sont adaptés à elle. Fait que peut-être de voir qu'est-ce qui pourrait lui donner du plaisir, parce qu'on sait que quand on s'entraîne, si c'est plaisant, ben, il y a plus de chances qu'on adhère à l'activité physique. Puis en même temps, c'est sûr que on peut aussi, des fois, contourner un petit peu. Tu sais, au lieu de dire, on va-tu marcher, bien, on va-tu voir le fleuve? On va-tu voir les arbres enneigés? Tu sais, pour que ce soit plaisant de faire crème. C'est vrai, quand on est allé là-bas, c'était tellement beau, j'ai eu du plaisir. Puis par la bande, ben, elle a marché. Fait que de rendre ça un petit peu plus l'utile à l'agréable. De pas nécessairement rendre l'activité physique comme étant l'objectif de notre sortie, mais plus trouver un objectif autre qui est agréable pour la personne, mais par la bande faire l'activité physique qui va aider la personne à... Exact, ça pourrait l'aider. Puis sinon, des fois, c'est sûr que des fois, il faut essayer des choses. Les cours en groupe, moi, je trouve que c'est l'idéal parce que tu es en groupe, tu t'essaies des nouvelles choses, tu es encadré. Des cours en groupe, beaucoup de cours en groupe sont supervisés par des kinésiologues, fait que c'est adapté à ta condition physique. C'est trouver le cours en groupe qui fonctionne pour toi, pour ton âge. Quelqu'un qui a 75-80, ben c'est sûr qu'un cours de yoga sur tapis, ben peut-être c'est pas adapté, mais de trouver des formes du yoga sur chaise ou d'autres activités. Fait que de se mettre un petit peu au défi, de se donner la chance d'essayer des activités pour voir si ça pourrait nous plaire. Peut-être que la personne n'a juste jamais fait d'activité qui lui plaisait. S'il y en a qui trippent sur le Zumba, mais peut-être que toi, non. Il y en a qui trippent sur le spinning, mais peut-être que toi, c'est pas ça qui fonctionne pour toi. Fait que trouver vraiment l'activité physique qui crée du plaisir. Oui, puis l'adapter aussi. Je me souviens avec... parce que dans le fond, nous, on a un centre de jour, puis on accueille des gens qui ont des troubles neurocognitifs. Puis je me souviens, des fois, quand j'y allais, mes collègues qui sont animatrices et intervenantes dans les centres de jour, ils ont une imagination très fertile. Là. Tu parlais de raquettes tout à l'heure, puis elles ont comme créé des grosses raquettes. Là, maintenant, elles en ont acheté, mais avant, c'était des grosses raquettes qui étaient créées avec une espèce de bas nylon. Là. Puis elles gonflent des ballons, puis elles se mettent en rond avec les participants, puis
Ils s'amusent, dans le fond, ils jouent à la raquette, un peu comme tu disais tantôt, ça Exact. vient rejoindre le badminton, Ouais. mais ils sont assis sur les chaises, puis on finit par tellement rire parce que, bon, il y a des gens qui frappent très fort, reçoivent la balloune, il n'y a rien de dangereux là-dedans. Ça crée vraiment une belle ambiance de groupe aussi. Puis, je pense qu'il y a aussi dans les activités de groupe, c'est vraiment bénéfique, mais ce qui peut être compliqué, c'est la peur du jugement aussi de la personne. Tu sais, quand tu as un trouble neurocognitif, ça se peut être tes capacités physiques, surtout si, par exemple, tu as la maladie à corps de Lewy ou dans le même style que le Parkinson, où justement tes facultés physiques sont quand même très affectées. Je me souviens où un monsieur qui avait, par exemple, on faisait des exercices sur chaise, si on lui disait de lever le bras, ben lui, son cerveau faisait lever sa jambe. Fait que, tu sais, le message passait, mais il savait, il était conscient qu'il faisait pas la bonne chose, mais il était pas en mesure de faire la bonne chose. Donc, des fois, c'est aussi ça qui est plus difficile de s'assurer qu'il n'y ait pas de jugement, qu'ils ne ressentent pas qu'il y ait du jugement et que ça ne le décourage pas. Tout à fait. C'est important. Il faut que la personne, ça augmente son sentiment d'efficacité personnelle. Ça se trouve toujours pas bonne. C'est sûr que ça ne tentera pas d'y retourner. D'où l'importance de trouver des cours en groupe qui sont adaptés. Si je veux faire un parallèle, l'organisme Parkinson Capital National, je veux dire Appalaches, offre des cours 100% pour les gens qui ont la maladie de Parkinson. Fait que quand tu vas à ces cours-là, tu es entouré de gens qui ont la même maladie que toi. Donc, tu as moins peur du jugement. Fait que des fois, c'est juste de trouver la bonne porte. La bonne voie, oui. On sait qu'on ne se fera pas juger ou que c'est des groupes, que les gens ont toutes des maladies neurologiques. C'est sûr, tout le monde a ses petits bobos, puis tout le monde évolue un petit peu à sa façon. Oui, puis c'est s'assurer aussi, je pense, de ne pas mettre en lumière, justement, les difficultés de la personne, mais plus mettre en lumière ses forces puis ses capacités. Par exemple, nous, quand justement, on faisait des exercices sur chaise, la façon qu'on plaçait les gens, on mettait pas en avant, dans le rang en avant, on mettait pas ceux qui avaient plus de difficultés parce qu'il y avait les regards des autres. Fait que ça pouvait créer un stress à ces personnes-là. Fait qu'on les mettait peut-être plus à l'arrière, pas en retrait, mais à l'arrière du groupe. Comme ça, ça leur permettait moins de se faire regarder ou se faire juger. Oui, c'est une excellente idée. Même si c'était tous des gens qui avaient un trouble neurocognitif, eux, il y avait quand même cette inquiétude-là du jugement. Donc, exact. Ça reste, on est tous des êtres humains, puis on aime ça, se sentir compétent, veut pas. Oui, tout à fait. Ouais. Tu disais tantôt, on trouve effectivement l'intérêt de la personne et tout, puis vous posez des questions ouvertes dans le contexte où la personne a un trouble neurocognitif et qu'elle a de la difficulté à répondre à une question ouverte, où sa capacité de jugement aussi est altérée, puis qu'elle n'est pas en mesure de dire pourquoi l'activité physique, pour elle, ça fonctionne pas. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de faire face à un genre de situation comme ça? Très bonne question. Non, ça m'est jamais arrivé. Okay. Mais je peux comprendre quand même. Parce que ma marraine est atteinte d'Alzheimer. Je peux faire un parallèle un petit peu. Là, je vois la situation. Là. Dans ces cas-là, je dirais qu'il faut... on peut essayer de rendre que la situation se présente plus souvent. Si, par exemple, on laisse toujours la télévision sur une chaîne de sport, bien là, la personne, elle voit des gens bouger. Fait que pas inconsciemment, il se passe quelque chose. Ou si vous y parlez de faits, par exemple, « Hey, ta fille, elle m'a dit qu'elle est allée faire un cours de vélo, mettons, ou peu importe, elle est allée marcher dehors, puis elle trouvait que ça lui a fait du bien, qu'elle se sentait bien, elle entendait les oiseaux. Donc, que la situation de bouger soit présentée souvent. Ou toi, fasse partie du quotidien. Oui, là. C'est ça. Parce que si elle est toujours chez eux, puis elle ne voit jamais personne bouger, c'est sûr que c'est pas vraiment incitatif. C'est comme le principe d'invitation. Si tu as les chips sur le bol, sur la table, tu as envie de les manger. Tu vas en manger, oui. Mais si tu vois tes souliers qui sont toujours à terre, tes souliers d'entraînement, tu as plus de chances que tu y ailles. Avec ces gens-là, si on les met à la TV, que toi t'en parles, ou que le contexte soit favorable. Si, par exemple, on c'est le temps de Noël, on peut-tu mettre de la musique, puis si on se met à danser? C'est excellent. C'est ça, tu vois des gens danser, elle va avoir envie de danser. C'est une forme d'activité physique comme une autre. Exactement. Fait que d'essayer de rendre ça plaisant. Fait que c'est sûr qu'on est tous des modèles aussi. Que si vous avez un rôle à jouer, je pense, tout le monde a un rôle à jouer dans son entourage. Là, si tu vois la personne, on peut-tu lever les bras? Ça vous voit faire, peut-être qu'il y a plus de chances qu'elle vous imite. Moi, je me suis rendu compte avec mes clients que souvent, de marcher en miroir, ça marche beaucoup plus. Si je dis « lève les genoux »,
ça se peut que la commande, elle se rende pas, là. Mais si je le fais avec elle, elle va m'imiter. Fait que Ouais. des fois, c'est d'essayer ça. Peut-être si vous voulez faire bouger votre proche, ben OK, on lève les genoux. OK, on bouge les bras. Puis là, peut-être qu'elle va le faire avec toi. Puis là, on peut essayer d'optimiser son quotidien, là. Oui, puis par la bande, en tant que proche aidant, ben ça nous invite aussi à bouger un peu plus, même Tout à si fait. c'est pas nécessairement en fonction de nos forces et capacités à nous, mais ça nous invite quand même à bouger parce que souvent, on sait qu'avec toute la charge que ça implique d'être proche aidant, on met souvent de côté justement les activités qui nous plaisent, que ce soit des activités physiques ou autres, ben d'aller vraiment rajouter ça à notre rôle de proche aidant, puis en le faisant avec notre proche, ben on est gagnant-gagnant. Exactement. Au bout du compte. Tout le monde optimise. Puis, par exemple, bon, ben, si la personne est quand même une bonne forme physique, Oui. bon, on peut-tu descendre les escaliers ensemble? Puis si les deux montent les escaliers, ben, les deux en profitent. Ben Fait oui. que c'est sûr, ça vient rajouter à ça. Et ça me fait penser à un élément, tu parles de monter et descendre les escaliers et tout. À partir de quel moment une activité physique a des bienfaits? Je vais essayer de m'exprimer d'une bonne façon. Par exemple, une personne va me dire « Ah, je marche à tous les jours. » Tu sais, à partir d'où, qu'est-ce que ça prend une activité physique pour qu'elle ait des bienfaits sur une personne? Très bonne question. Oui, bien, en fait, il faut garder en tête que n'importe quelle activité physique, c'est bon pour le corps. Malheureusement, la sédentarité, c'est quand même un gros problème. Fait que, tu sais, si on passe 8 heures assis, ben juste de lever les genoux puis d'aller descendre les escaliers pour quelqu'un qui est sédentaire va avoir des bienfaits parce qu'on part de zéro. OK. Fait qu'il faut garder ça en tête. Mais c'est sûr que si on veut optimiser, si on va aller chercher le maximum de bienfaits, je te dirais que si tu vas marcher avec ton proche aidant, toujours marcher à la même vitesse, toujours prendre le même parcours, le corps s'habitue. Comme n'importe quoi, ça va être facile, on va être habitué. Puis, fait qu'il faut stimuler le cerveau, il faut se mettre au défi. OK. Fait que des recommandations que j'aurais si tu vas marcher dehors. Bon, mais on peut-tu, par exemple, entre 2 poteaux de lumière, on fait une petite accélération. OK, oui. Fait que là, on accélère. On peut-tu changer de parcours? Est-ce que dans un parcours, il y a une petite pente? Fait que là, c'est sûr, l'hiver, il faut faire attention, là, mais dans un contexte favorable. On peut-tu prendre les escaliers? Si, par exemple, changer de parcours, on prend les escaliers. OK. Ou on peut-tu travailler le cerveau en même temps? Par exemple, que tu vas marcher avec ta tante qui a un trouble neurocognitif. Bien, est-ce qu'on peut faire des calculs mathématiques en marchant? Se poser des questions ou... C'est ça. ouais, OK. Stimuler le cerveau. Hey, tu peux-tu m'appeler le mot pamplemousse à l'endroit? OK. OK, à l'envers. Tu sais, d'essayer de stimuler le cerveau. Hey, peux-tu me donner des noms de pays qui commencent par B, la lettre B, pour rendre l'activité physique, mais stimulante au niveau du cerveau aussi. Fait que là, on fait de la double tâche, qui est super bon pour le cerveau également. Ce qui fait qu'on ne se rend pas nécessairement compte qu'on marche au bout du compte parce qu'on focus tellement sur l'activité cognitive en tant que telle. Puis là, c'est sûr qu'il y a des gens, peut-être que le trouble cognitif est très avancé, que là, si on travaille le cerveau, la marche, ça se passera plus. C'est ça, c'est plus complexe. Faut choisir son champ de bataille. Là. Si la personne, ça fonctionne pas, bon, on va se concentrer sur la marche. Là, oui, c'est toujours en fonction des capacités de la personne aussi. Là. Exactement. On veut pas non plus mettre la personne en échec. Parce que si, par exemple, on fait des activités cognitives en plus de marcher, puis la personne n'est pas capable de résoudre les calculs ou quoi que ce soit, bien, c'est sûr qu'elle va associer la marche à quelque chose de désagréable. Fait qu'on veut pas non plus... Non, c'est ça. Revenir Exact. Pas obligé qu'à chaque marche, on commence à se poser 1 million de questions. Non, c'est ça. Mais tu as donné des objectifs. Aujourd'hui, on met l'accent sur la vitesse. OK. À chaque stop, on fait une accélération. Fait que, ça peut être des trucs comme ça. Ou là, aujourd'hui, on va changer de parcours. On va aller essayer quelque chose d'autre. OK. Fait que vraiment se mettre au défi. Moi, ce que je dis souvent à ma mère, parce que ma mère, elle marche... Ça me rassure que tu dises ça. J'espère qu'elle va écouter. C'est vrai. Mais ma mère, elle marche à tous les jours, tu sais, elle se tient en forme et tout. Ce que je lui propose souvent, c'est justement d'augmenter le rythme une fois de temps en temps dans sa marche pour faire accélérer son rythme cardiaque. Exact. Pour qu'elle devienne une petite affaire, pas trop, mais une petite affaire essoufflée pour justement pas s'habituer au même rythme tout le temps. Exact. Puis, tu sais, effectivement, c'est bon, la marche, puis je veux pas qu'elle arrête, là, mais je trouve ça intéressant ce que tu nommes. Dans le fond, c'est vraiment de toujours aller un petit peu au-dessus des capacités pour les améliorer. Exactement. Puis ça, c'est pour n'importe qui. OK. Pour toi, pour moi, peu importe l'âge, faut se mettre au défi. Ouais. Fait que, tu sais, même en activité cardiovasculaire, comme la marche, c'est bien,
Mais il faut être essoufflé. Pour avoir le maximum de bienfaits sur notre corps et sur nos fameuses mitochondries, Oui. il faut quand même être essoufflé. Fait qu'il faut avoir plus de difficulté à terminer sa phrase. Ça, c'est ce qu'on appelle la zone 2 en entraînement, qui est une super de bonne zone, justement, pour optimiser les mitochondries. Puis si je rentre vraiment plus en détail, c'est Quand sûr... on parle zone 2, c'est sur 5, hein? Je pense qu'il y a Oui, 5 c'est zones. ça, sur 5 zones. La zone 5, là, c'est tellement dur que tu peux pas tenir l'effort plus que quelques secondes. On est dans le rouge. Là, On est dans le rouge, puis peut-être qu'on va aller vomir tellement que c'est dur. Là. OK, c'est Donc, on n'est pas là. On veut pas aller là. Ah, c'est ça. Fait que c'est peut-être une marche rapide, peut-être un petit jogging léger, ou peut-être pédaler sur le vélo. La natation, ça, c'est super, super bon pour le cerveau. OK. Puis, quand on parle de se mettre au défi, c'est un petit peu comme on disait tantôt. Si tu fais de la musculation, par exemple, que Ginette apprend des 5 livres, ça fait 10 ans qu'elle prend des 5 livres, ben, tu sais, c'est sûr qu'à un moment donné, ses muscles s'habituent à avoir cette charge-là. Ouais. Fait qu'il faut augmenter la charge. Il faut avoir un stresseur. Il faut que le corps, il a besoin d'être challengé. Il a besoin de se mettre au défi. Fait qu'il faut que les entraînements soient variés. Tu sais, si, par exemple, on parle de coordination, ben de varier un petit peu l'exercice qu'on va faire avec la personne pour que ce soit un petit peu plus dur, pour qu'il y ait une adaptation au niveau du cerveau. Parce que si on fait toujours la même chose, c'est bon, mais le cerveau, lui, c'est pas un défi. Là. Non, c'est ça. Pour lui, ça devient comme une routine au bout du compte. Exact. Okay, si on veut optimiser notre cerveau puis nos neurones, il faut les mettre au défi. Ouais. Mais ça m'amène à penser, dans le fond, ce que tu dis, de stimuler son cerveau en même temps que de faire l'activité physique, c'est vraiment bon. Donc, quand on pense à, par exemple, des activités physiques, des activités sportives comme, je sais pas moi, le hockey ou quoi que ce soit, ben ça, tu stimules un peu les deux. Oui. Parce que, tu sais, au niveau stratégie, tu dois penser à, où te placer, etc. Ça aussi, c'est très positif. Mais là, c'est sûr que dans le contexte de troubles neurocognitifs... Mais c'était juste un aparté que je voulais faire. Là. Ben oui, tout à fait. Puis c'est pourquoi la boxe a été démontrée comme un sport super bon pour les, pour les maladies neurologiques en général. OK. Là. Pourquoi? Ben, c'est parce que faut que tu fasses tes combines de coups, faut que tu te déplaces, faut que tu réagisses. Fait que tu as tous les contextes de réflexes qui sont mis dans ce sport-là. OK. Ouais. Mais tu dis, mais ça peut pas créer... Parce que, tu sais, si tu vas en combat, tu reçois des coups à la tête, ça aussi, il y a comme un envers de la médaille. L'entraînement de la boxe. OK, moi, je donne des cours de boxe. Okay. Ma clientèle, c'est 75 ans. Là. OK, mais ils iront pas nécessairement dans le ring pour non, on va combats, jamais se battre. Okay. On va jamais personne qui a touché à personne. Je comprends. Fait que c'est de l'entraînement de la boxe, exactement. Puis c'est de plus en plus populaire... peut-être à Québec, dans l'autre ville aussi, là, que la boxe est adaptée pour n'importe qui, à n'importe quel âge. Là, ça dépend de... Faut que tu prennes le cours qui est adapté à toi. Comme moi, ma plus vieille a 78 ans. Là, je trouve ça... Puis elle est tellement bonne, là, c'est fou. Là, mais c'est ça, c'est les réflexes, c'est la coordination. Fait que c'est tout dépendamment de l'évolution du trouble neurocognitif, c'est de trouver des activités physiques qui sont adéquates. Oui, puis qui vont nous plaire. Exactement. OK. Ouais. Ben, je trouve ça intéressant parce que je pense pas que les gens pensent que, justement, la boxe parce que ce qu'on voit de la boxe, c'est, ce qu'on voit à la télévision. Fait que ça peut amener des petites... des idées aux gens. Dire, un entraînement de boxe, c'est vraiment difficile pour en avoir déjà fait. Là. C'est quand même très, très difficile. Ouais. Tu m'avais... en fait, c'était toi qui misais sur... C'est super intéressant comme question, qui misait sur cette question-là. C'est quoi la dose recommandée d'activité physique dans une semaine, par exemple? Ouais. Pour quelqu'un qui a un trouble. Pour quelqu'un qui a un trouble, oui, tout à fait, parce que ça ne sera pas la même nécessairement. Ça se ressemble quand même. OK. Mais je dirais que quelqu'un qui a un trouble neurocognitif, les études en ce moment, ce qu'ils disent, c'est le fameux 150 minutes d'activité physique modérée. Oui. Je pense qu'on l'entend souvent. Oui. Il n'est pas facile à atteindre pour tout le monde. Fait que le 150 minutes d'activité physique, moi, je dirais modéré. Fait comme on disait, on veut être essoufflé, on va avoir un petit peu plus chaud. On peut rentrer dans des périodes d'essoufflement un petit peu plus grandes. Okay. Mais là, encore une fois, il faut peut-être... Ça dépend un petit peu si on a des maladies cardiovasculaires. Ben là, il faut être plus prudent. Fait que là, c'est du cas par cas. Fait que le kinésiologue peut vous guider sur ce qui est sécuritaire à faire ou demander aussi à votre médecin, bon, mais c'est correct si je fais quelque chose qui est vraiment plus intense. Ouais. Mais sinon, moi, je resterais dans le modéré, qu'il faut être essoufflé, il faut transpirer. OK. Puis ça peut être n'importe quelle activité cardio. Ça peut être un vélo stationnaire, ça peut être de la natation si c'est possible pour vous, la marche dehors ou avec une petite pente ou la marche sur tapis roulant qu'on peut avoir un tempo, de l'elliptique. Fait que c'est tous des appareils que je trouve que c'est une bonne façon de faire du cardio, sans dire que, là, à 75 ans, peut-être que je n'irai pas courir ou je n'irai pas comme je faisais quand j'étais jeune. Oui, tout à fait. Trouver quelque chose qui fait bouger, puis de rendre ça agréable. Je peux comprendre que passer 30 minutes sur un vélo stationnaire, c'était pas pour certains, c'est pas ce qu'il y a le plus palpitant.
tout à fait. Mais si on met la TV, ben ça peut passer plus vite. Fait que ça, c'est vraiment la portion cardiovasculaire. OK. Puis quand on parle de les entraînements qui sont plus musculaires, coordination, équilibre, idéalement, c'est 2 à 3 entraînements par semaine. OK. Puis ça rentre là-dedans la flexibilité aussi. Parce qu'en OK. vieillissant, malheureusement, on perd un peu de souplesse. Tout à fait. Oui. Fait que là, Est-ce que c'est en vieillissant qu'on perd la souplesse ou c'est parce que justement on pratique moins un mélange des un deux. mélange des deux? OK. Oui, exactement. Parce que souvent, on a tendance que oui, c'est juste en vieillissant, mais ce qu'on se rend compte, c'est qu'en vieillissant, ben, on fait moins d'activité physique, on bouge moins ou on s'entraîne moins au niveau musculaire. Fait que c'est sûr que On est moins souple on est moins par la souple bande. par la bande. Ouais. Exactement. Quelqu'un qui s'est étiré puis qui a pris soin de sa souplesse toute sa vie, ben, beaucoup plus souple que quelqu'un qui dit « Ah, j'ai jamais été souple, mais il faut s'étirer, on n'a pas le choix. Ouais. Il faut rendre nos muscles un petit peu plus souples, faire des exercices de souplesse, des cours de yoga adapté, par exemple, ou des étirements devant la télévision. Puis quand on bouge, on s'étire d'une façon. Oui, si on fait de la tout à marche, fait. ben, notre muscle s'étire parce qu'il il va chercher de la longueur. Puis... Fait qu'on va chercher une certaine souplesse de cette façon-là. Exactement. Chaque fois qu'on bouge, on s'étire d'une certaine façon. Puis on peut peut-être aussi, tu sauras me dire si ça fonctionne pas, là, mais on peut peut-être aussi mêler les activités de la vie quotidienne à l'activité physique. Tu sais, par exemple, une personne qui, je sais pas moi, faire du ménage, etc. Tu sais, est-ce qu'on peut mixer les deux? Il y a sûrement une façon de faire pour justement rendre l'utile à l'agréable. Oui, quand même. C'est sûr que si on parle des recommandations pour optimiser, il faut être essoufflé. Fait que là, ça dépend. Passer la balayeuse, ça rentre dans l'activité physique parce que dans une journée, il faut bouger. Ouais. Fait que ça rentre dans l'intensité de l'intensité faible, mais c'est excellent, il faut le faire. Fait que si on passe la balayeuse super rapidement, peut-être qu'on va aller chercher un peu d'essoufflement. On va peut-être faire les coins ronds, Oui. mais... Mais tu sais, d'avoir des sacs d'épicerie, puis de sortir de la voiture, après ça, monter les escaliers. Je vous recommande de tenir la rampe puis d'avoir le sac de l'autre bord. Oui, oui. Là, tu sais, on a une musculation un peu parce OK. qu'on tient un sac qui est plus lourd, puis on a un peu l'aspect cardiovasculaire parce qu'il faut monter les escaliers. Fait que oui, il y a moyen d'essayer de rendre ça un petit peu plus l'utile à l'agréable. Là. Faire des choix aussi. Tu parlais d'escalier tantôt. On va à quelque part, on a tendance à choisir l'ascenseur automatiquement. Ouais. C'est sûr que si c'est au 6e étage puis que ça va au-delà de nos capacités, peut-être faire moitié-moitié au pire. Oui, oui. Mais tu sais, de choisir l'escalier plutôt que l'ascenseur ou tu sais, de faire des choix justement comme ça qui vont nous permettre d'insérer l'activité physique dans notre quotidien. Ça va nous aider énormément. Oui, c'est ça. Un truc qui est quand même assez simple, c'est de stationner plus loin. Oh, mon Dieu, oui. On dirait des fois, on veut trop prendre la première place, mais pourquoi? Ouais. Si on se parque plus loin, moins de chances de se faire poquer son auto en même temps. Puis, moins de chances de glisser aussi l'hiver, mais... Oui, c'est ça. Fait que c'est sûr qu'il faut choisir son champ de bataille, mais tu sais, par exemple, OK, on va aller se stationner dans le Vieux-Québec. Bien, par la bande, c'est beau, on visite, puis on marche. Ouais. Puis il y a des côtes. Ouais. Fait que d'essayer de stimuler ou regarde, écoute, le café, il n'est pas si loin que ça, on va y aller à pied. Fait qu'à tous les jours, tous les gestes qu'on pose ont un impact sur notre niveau d'activité physique. Oui, tout à fait. Tout à fait. Effectivement, puis c'est drôle le stationnement parce que on voit parfois justement dans les stationnements les messieurs qui vont chercher l'auto, ils reviennent à l'entrée, leur conjointe rentre, il y a souvent de ça aussi, mais que les deux puissent justement se rendre parce que oui, on aide la conjointe, mais en même temps, on ne l'aide pas non plus. Oui, c'est ça. Quand c'est glacé, on comprend. Oui. C'est ça. Mais si, par exemple, c'est l'été, oui, tu sais, pourquoi pas. Puis si marcher dans les centres d'achat, c'est fou, on s'en rend pas compte, mais ça en fait des pas dans une journée. Il y a des clubs de marche dans les centres d'achat. Oui! Des clubs de marche. Je sais qu'au Galeries de la Capitale, je pense qu'il y en a un club de marche dans le centre d'achat. Ça fait bien pour l'hiver, surtout. Ben oui. Trouver des alternatives à l'intérieur. Oui. Il y a le centre Anneau de Glace aussi, là, qui a une piste pour marcher. Assurance, oui. C'est gratuit pour les citoyens de la Ville de Québec. Donc, c'est vraiment une formule super intéressante. On peut autant patiner que marcher ou courir autour. Ouais. Puis là, tu vois des gens qui bougent, fait que c'est bien plus stimulant que d'aller marcher sur ton tapis roulant. Tout à fait. Puis il y a des... je sais qu'il y a des vélos stationnaires aussi sur le bord, fait qu'on peut alterner si on veut. Wow. Entre vélos stationnaires, marche et tout. Là, tout ça est disponible. C'est excellent. C'est super intéressant. Fait que c'est ça, c'est de trouver l'activité physique qui fonctionne pour vous. Là. Si une personne devient... Tu sais, on parlait tantôt de motivation, mais on sait qu'avec un trouble neurocognitif, il y a aussi une forme d'apathie qui se crée. De quelle façon on peut inviter une personne... Je pense que ça revient peut-être au même, là, mais de quelle façon on peut inviter une personne qui est apathique, qui a de la difficulté à se mettre en action, à bouger? Très bonne question. Bien, c'est sûr que la motivation, peu importe va le stade, jouer aussi.
Mais ça reste que ce que j'ai oublié de mentionner tantôt aussi, c'est qu'il ne faut pas avoir le tu accusateur. Il ne faut pas dire tu devrais bouger, C'est bon pour toi. tu devrais aller marcher, parce que les êtres humains, en général, on n'aime pas ça se faire dire quoi faire. Oh, mon Dieu, oui. Ouais, De façon générale. tout à fait. Puis ça, c'est pour n'importe qui. Même si on le sait que c'est bon, on ira pas parce qu'on se l'est fait dire. Oui, exact. Fait que le fait de ne pas faire un tu accusateur, mais d'y aller plus en... Comme les questions ouvertes que je disais, qu'est-ce que ça peut t'apporter? C'est sûr que je peux comprendre quelqu'un qui est apathique, qui n'aura peut-être pas la motivation d'y aller. Fait que là, c'est plus à nous de l'amener peut-être à essayer des activités physiques, mais comme on parlait, qui augmente son sentiment d'efficacité personnelle, qui ne se sente pas confronté à ses capacités, fait que ça l'aide à y aller un petit peu plus. Fait que ce serait ça mes recommandations. Puis peut-être inviter la personne aussi à tu sais, par exemple, je suis une personne proche aidante, je m'occupe de mon conjoint qui a un trouble neurocognitif. Si je lui dis que ça me ferait plaisir qu'on y aille ensemble faire l'activité, des fois, bien, pour me faire plaisir, peut-être qu'il va avoir plus envie de passer à l'action. Effectivement. Et puis là, on est dans la motivation un petit peu plus extrinsèque, dans le sens que il va le faire pour elle. Ou quelqu'un, mettons, va bouger pour perdre du poids. Mais là, nous, ce qu'on veut, c'est bouger puis qu'il voit que ça lui fait du bien. Fait que là, tranquillement, il va cheminer dans sa motivation. Il y a différentes formes de motivation pour que la meilleure motivation, c'est la motivation intrinsèque. C'est elle qui dit « je le fais pour moi puis je sens que ça me fait du bien ». Fait qu'au début, il va peut-être se sentir forcé. Mais de fil en aiguille, peut-être que là, il va le faire puis il va voir que ça lui fait du bien. Oui, j'avoue qu'effectivement, il faut le faire pour soi parce que sinon, si on le fait pour quelqu'un d'autre, mais des fois, avec un trouble neurocognitif, c'est difficile avec la capacité de jugement, c'est difficile de considérer. Mais si au début, il le fait pour quelqu'un d'autre, souvent, ce qu'on se rend compte, c'est qu'à la fin de l'activité, il était content de l'avoir fait, ça lui a fait du bien, tu sais. Exact. Fait qu'au bout du compte, il l'a fait pour quelqu'un d'autre, mais ça lui a été très bénéfique à la toute fin. Exact. Maintenant, j'aimerais qu'on parle peut-être de prévention. Je sais que on en parle partout, partout, mais pas en même temps, là, parce que, tu sais, nous, dans notre quotidien, on en parle énormément, là, de la prévention, etc. Puis je pense qu'on en parle beaucoup, mais pas assez. Du moins, il y a un chemin à prendre qu'on ne prend pas encore pour que les gens puissent comprendre. Des fois, c'est difficile aussi de comprendre, quand on fait une activité physique, de comprendre que ça va être à long terme, que ça va nous être bénéfique, parce qu'on est souvent dans le résultat ici et maintenant. Puis si on ne le voit pas, le résultat, ben c'est difficile de comprendre pourquoi on fait l'activité physique au bout du compte. Mais de quelle façon on peut prévenir les troubles... Tu sais, en quoi l'activité physique peut aider à prévenir? Parce que là, on a parlé de gens qui ont un trouble neurocognitif et pourquoi c'est bénéfique pour eux. Mais avant ça, là, de quelle façon ça peut... L'activité physique peut prévenir les troubles neurocognitifs? Oui, très bonne question. Nous, les kinésiologues, c'est notre dada. Là. La prévention, c'est vraiment... C'est votre on veut crier haut et fort. Oui, tout à fait. Mais oui, l'activité physique a tellement un rôle à jouer dans la prévention des troubles neurocognitifs. Si on part à la base, ça a été démontré que l'obésité, l'hypertension, le cholestérol, le diabète, ça augmente le risque de développer l'Alzheimer et d'autres maladies neurologiques. Fait que déjà là, si on est physiquement actif, qu'on fait attention à notre alimentation, à notre consommation d'alcool, à notre sommeil, activité physique, tout ça ensemble, va avoir un impact sur ces maladies-là. Puis déjà là, va avoir un impact sur notre prévention plus tard de développer des troubles neurocognitifs. Déjà, c'est déjà une porte d'entrée. Si on y va un petit peu plus profond en termes de prévention, d'entraînement, il faut garder en tête que l'endurance aérobie, fait que comme je disais, la fameuse zone 2, qu'on est essoufflé puis qu'on a quand même chaud, ça a vraiment été démontré là, que ça aide vraiment à prévenir le dysfonctionnement des fameuses mitochondries que je parlais tantôt. OK. Fait que l'activité physique booste nos mitochondries. Puis c'est comme le nerf de la guerre, les mitochondries. Là, oui, c'est là-dessus qu'il faut focusser. Oui, c'est ça. Exactement, parce que ça contribue à la survie de la cellule. OK. Puis, fait que quand on s'entraîne, on booste nos mitochondries, puis ça va avoir un impact, justement, à la survie des cellules. Puis, ça impacte aussi ce qu'on appelle la fameuse protéine, le facteur neurotrophique, qui est compliqué à dire. Là. Les BNDF, eux autres, ils stimulent la survie des neurones. Mais quand on s'entraîne, on stimule cette protéine-là, qui stimule la survie des neurones. Si nos neurones sont plus en santé, puis qu'ils
qui aide à croître des nouveaux neurones, bien, ça l'aide à notre mémoire au final, ça l'aide à notre attention. Fait que là, ça a l'air compliqué, mais quand on s'entraîne, on s'en rend pas compte de ce qui se passe dans notre cerveau. Mais il se passe beaucoup, beaucoup de choses quand on s'entraîne. Puis si je peux continuer dans ce sujet-là, l'endurance aérobie, ça va avoir un impact sur la matière grise, qui est vraiment le centre de traitement de l'information qui contient beaucoup, beaucoup de neurones. Puis ça a un impact sur l'hippocampe. L'hippocampe, c'est une région du cerveau qui est responsable de la mémoire également. Fait que quand on s'entraîne, on stimule notre hippocampe, on stimule notre matière grise, on stimule nos cellules. Fait que ça a vraiment un impact au niveau du cerveau. Puis on augmente la circulation sanguine au cerveau. Fait que tout ça mis en branle, on a vraiment beaucoup, beaucoup d'impact sur notre cerveau quand on s'entraîne. En plus, ça prévient des maladies chroniques, comme je disais tantôt, le fameux obésité, diabète, hypertension, maladies cardiovasculaires. Fait que ça, c'est vraiment pour cette partie-là. Mais concrètement, qu'est-ce que ça prend, tu sais? Là, il faut dire, c'est bien beau dire, OK, ça a des bienfaits, mais concrètement, c'est quoi le minimum? Ben, le minimum, quelqu'un qui est sédentaire, qui ne bouge pas beaucoup, je vous dirais commencer avec 2 fois 30 minutes d'activité physique aérobie. OK. Fait que 2 fois 30 minutes, ça peut être un objectif réaliste pour quelqu'un qui parle de zéro. Dans une semaine, là. Dans une semaine. OK. Puis le fameux vélo, vraiment une activité physique cardiovasculaire. Mais là, si par exemple, tu te dis, moi, je veux vraiment tout faire, là. Ma mère a l'Alzheimer, puis je veux vraiment être sûre de ne pas l'avoir. Bien, si tu veux optimiser, c'est 3 fois 60 minutes par semaine, c'est le minimum. OK. Fait que si t'en fais plus, tant mieux. Ah, quand même. Là, je suis partie bas pour quelqu'un qui part de zéro, mais quelqu'un qui s'entraîne déjà, 3 fois 60 minutes en zone 2, c'est comme... OK. Faut vraiment, c'est le minimum. Puis si t'en fais plus, bien, tant mieux. Tant mieux. OK. Tu peux rendre le plaisir agréable. Tu peux faire ça en écoutant des podcasts. Oui, voilà. C'est une bonne idée, ça. Mais il y a aussi l'autre portion qui est le fameux VO2 max que ceux qui s'entraînent connaissent un petit peu, qui est la capacité maximale d'oxygène qu'on est capable de consommer. Ça, c'est vraiment un indicateur de longévité. Quelqu'un, à partir de 30 ans, on en perd déjà 1% par année, notre capacité cardio-respiratoire. Fait que, mais plus il est haut, ben, si on part de plus haut, ben, il réduit un petit peu plus bas. Rendu à 80 ans, ben, il va être plus bas que quelqu'un qui ne s'est jamais entraîné. Fait que ça optimise tes chances de longévité puis d'être en santé. D'être capable à 80 ans de faire encore des randonnées, il n'y en a pas beaucoup. Non. Fait que, tu sais, plus on est en forme, plus il y a de chances qu'à cet âge-là, ben, ça aille bien. Puis le VO2 max aussi, c'est super important parce que ça a quand même un impact aussi au niveau du cerveau, comme je parlais. Oui. Puis le VO2 max, on peut l'entraîner via des intervalles. Des intervalles d'entraînement. Là, je ne rentrerai pas trop dans les détails, là, mais idéalement, c'est 2 à 3 séances de 30 minutes d'intervalle cardiovasculaire pour optimiser. Mais quand on parle d'intervalle, vite fait, on parle de passer d'un rythme plus lent à un rythme plus rapide. Oui, c'est ça. Ça va être, par exemple, un 2 minutes que tu vas très, très rapide, que là, tu vas être beaucoup plus essoufflé, par exemple, dans ta zone 4, qui est une zone un petit peu plus élevée. Là, tu n'as pas envie de parler. Là. Mais tu vomis pas encore. Tu vomis pas encore. Là, tu vas prendre un 2 minutes que tu vas peut-être marcher. Si, par exemple, tu fais de la course. Tu vas prendre un peu le rythme. Plus normal. Exact. Ton rythme cardiaque va réduire. Puis après, ça retourne. OK, là, on y va. Là. Par exemple, sur rameur, je fais un intervalle. Là, j'y vais. Je me donne au maximum. Fait que c'est des intervalles comme ça qui vont optimiser justement ton VO2 max, ta capacité cardio-respiratoire. Il y a certaines personnes qui font des intervalles marche-course. Oui, c'est ça. Tu sais, 1 minute marche, 1 minute course, 1 minute marche, 1 minute... Tu sais, comme ça, ben, au début, du moins, ça peut être une belle... Puis la course n'est pas obligée d'être hyper rapide, là, mais ça peut quand même nous aider à augmenter le rythme cardiaque pendant ce moment-là. Là, on tomberait peut-être plus en zone 2. Fait que si on veut vraiment être VO2 max, quitte à... Ça pourrait être sur rameur, c'est quelque chose qu'il n'y a pas de technique. La course, des fois, il faut faire attention, là. Fait que pour pas se blesser, mais ça peut être comme sur vélo, ben là, je me donne tout, là. T'as pas sur une piste cyclable, mais sur un vélo stationnaire, fait qu'il faut trouver un petit peu c'est sa machine qui est sécuritaire. Là. OK, parfait. Puis, ah merde, j'avais une autre question, puis je l'ai oubliée. Sinon, je peux continuer. Oui, vas-y. Vas-y, ça va me revenir. Puis, là, je parlais du cardio. Oui. Fait que tu vas garder en tête, OK, idéalement, faire des intervalles, qu'on est essoufflé beaucoup, travailler en endurance aérobie, fait que je suis essoufflée, mais que je suis quand même capable de parler. Puis l'autre aspect qui est la musculation. Qui est super importante. Même chose, on perd des capacités musculaires aussi en vieillissant, malheureusement. Fait que ce qu'on veut, c'est stimuler nos muscles. Idéalement, 2 à 3 entraînements par semaine. On veut stimuler tout notre corps complet parce que tous nos muscles ont besoin de bouger. Puis d'aller chercher, pourquoi pas, des entraînements comme le kickboxing, fait que travailler la coordination, l'équilibre, l'agilité, ou des cours en circuit. Tu sais, il y a beaucoup d'endroits là, comme les
les bootcamps, j'avais ce mot-là en tête, mais des cours d'entraînement variés. Ouais. Varier ce qu'on fait, pas toujours faire la même activité physique, de varier dans une semaine. Fait que notre corps se met au défi, ça stimule notre cerveau, puis on progresse là-dedans. OK. Mais là, tu sais, je vois venir, là, je sais que c'est bien beau de dire des recommandations, Ouais. mais malheureusement, la société d'aujourd'hui fait en sorte qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui passent beaucoup de temps assis dans une journée. Fait que là, il ne faut pas voir ça comme une montagne, mais plus d'y aller avec des objectifs réalistes. Ouais, c'est ça. Commencer C'est une avec question d'objectif aussi. le fameux 30 minutes, 2 fois 30 minutes, ça peut être réaliste, quelqu'un qui part de zéro. Fait qu'il faut pas virer fou. Puis nous, les kinésiologues, ben, c'est ça notre rôle, en fait, de vous accompagner. Fait que de trouver des activités physiques qui vont vous plaire, de vous guider pour pas vous décourager, parce que même chose, la motivation. On commence un sport, puis là, janvier s'en vient, les gyms sont bondés, 2 mois après, il n'y a plus personne. Ben, en fait, tu dis janvier s'en vient, mais au moment où ça sort, on va être en janvier. Fait que les gens ont peut-être déjà pris une résolution qui veulent tenir, mais que s'ils sont pas encadrés ou du moins qu'ils n'ont pas des objectifs réalistes, ça tiendra malheureusement pas. Puis c'est pas ce qu'on veut au bout du compte. Puis tu disais, c'est ça, les objectifs, il faut que ce soit réaliste. Donc, commencer par un plus petit objectif, puis quitte à le réussir rapidement, passer à un objectif supérieur plus rapidement. Oui, c'est de progresser. Par exemple, pour un mois, bon, mais mon objectif, c'est d'aller 1 à 2 fois semaine faire 30 minutes de marche rapide, mettons. Puis là, on progresse. Avec mes clients, c'est comme ça, je vais par phase. Là. Bon, ben le mois suivant, OK, tu as atteint ton objectif, bon, ben on l'augmente. Qu'est-ce qu'on peut faire pour l'augmenter? Bon, mais j'aimerais ça. Je trouve que ça allait bien, là. Je pourrais peut-être en faire une 3e fois. Puis là, on progresse là-dedans. Tu sais, la motivation, pour tout le monde. On a tout le monde une petite pensée de « Ah, il me semble que je devrais faire ça. Oui, tout à fait. Il me semble que je devrais. » Bien là, on est comme, on y réfléchit. On est dans la pré-contemplation. Oui. Là. Puis là, on progresse. Puis là, rendu janvier, OK, on le met à l'horaire. Puis là, ça se peut qu'une semaine, bon, on le fasse pas. Puis l'autre semaine, on recommence. Fait que, tu sais, c'est toujours un cheminement. Ça peut prendre 4 à 6 tentatives avant d'avoir que le changement qu'on veut faire soit vraiment acquis. OK. Il ne faut pas se décourager. Je pense que la constance aussi, c'est vraiment un... Ouais. Tu sais, parce que tu as nommé, bon, ça se peut qu'une semaine, on arrête. Mais si on arrête une semaine, ben l'autre semaine d'après, ça risque d'être plus difficile de recommencer. Tout à fait. Tandis que si on n'arrête jamais, c'est le principe d'inertie. Si on n'arrête jamais, ben là, c'est sûr que ça prend des périodes de repos aussi, là, on s'entend, mais de justement d'être constant dans cet entraînement-là, c'est ça qui va nous permettre de faciliter justement la progression. Oui. Puis je trouve que le mettre à l'horaire, ça fonctionne vraiment. De dire, OK, tous les mardis, jeudis, je m'en vais, là, ça dépend, courir. Ou, tu le sais, tu n'as pas le choix, tu te donnes un devoir à toi-même. Tu as un rendez-vous avec toi-même. Ouais. Fait que le mettre à l'horaire, c'est beaucoup plus facile de dire, ben là, je n'irai pas ce matin. On est rendu mercredi, je n'irai pas. Puis là, on est rendu dimanche, puis on ne l'a pas fait. On n'est pas fiers de nous. Fait que, c'est... Puis tantôt, tu as nommé, ça peut faire un parallèle, mais tantôt, tu as nommé, tu sais, des cours de groupe. Justement, ça, c'est un rendez-vous. Puis en plus, ben, il y a d'autres personnes qui nous attendent. Moi, c'est souvent ça, ma difficulté, parce que même s'il est à l'horaire, mais il y a juste moi avec moi, je vais avoir de la misère quand même à me motiver. Tandis que si j'ai une activité X, elle est à l'horaire, puis il y a d'autres gens qui, si je suis pas là, ça met dans la difficulté d'autres personnes, donc une activité sportive X, ben... j'ai pas le choix d'y aller. Exact. Peu importe l'heure, peu importe, je vais y aller. Exact. Ben, au bout du compte, je sais que je vais être contente, je vais être satisfaite, mais ça reste que ma motivation, il faut quand même qu'il y ait des gens qui m'attendent à telle heure, à telle date. C'est parfait, tu sais, ça, c'est ce qui fonctionne pour toi. Fait que tout le monde est différent. Oui, tout à fait. C'est vraiment de trouver ce qui fonctionne pour la personne, puis de le garder dans le temps, peu importe c'est quoi. Oui, tout à fait. Il faut juste bouger. Oui. Fait que peu importe, bouger. Tu sais, si vous passez 8 heures assis, ben aller sortir le midi, juste faire le tour du bloc, ça a un impact. Ou juste descendre les escaliers le plus vite que vous pouvez une fois dans la journée, ça va avoir un impact aussi. Fait qu'il faut optimiser tout ce qu'on peut dans une journée pour bouger. Ça va... Le fameux nombre de pas par jour, on s'en rend pas compte, là, mais le minimum, c'est 7500 pour dire qu'on n'est pas considéré sédentaire dans une journée. OK. 7500 pas par jour, OK. Oui, mais quelqu'un qui est en télétravail ou qui travaille de bureau, il va peut-être topper 3-4 000. Il faut optimiser, se parquer plus loin, aller... Dans toutes les petites activités, il faut trouver le moyen d'augmenter ça. Okay. C'est ça, exactement. C'est super intéressant. Je te remercie énormément. Je ne sais pas si on avait fait le tour
de tout. Il me semble que oui, on avait fait le tour de tout ce qu'on avait à nommer. Je pense que de trouver le plaisir dans l'activité qu'on va faire, c'est la base. C'est ce qui va nous permettre de garder une motivation. Donc, de trouver la formule gagnante pour nous, c'est l'idéal. Je souhaite à tout le monde qui ont fait une résolution de l'année de réussir cette résolution-là, d'être encadré par des kinésiologues, par des professionnels. Je pense que ça va nous aider énormément. Ah, il y avait peut-être un autre élément aussi, l'accessibilité de l'activité physique. Je pense que les gens pensent que c'est très dispendieux de devoir justement bouger, etc. Bon, le gym, ça peut coûter cher pour certaines personnes, etc. Mais je sais qu'il y a des centres de loisirs, par exemple le centre de loisirs Montcalm, etc., qui offrent des milieux d'activité physique pour tout type de personnes, qui offrent des activités. Il y a des Patro de Charlebourg, Patro Rocamadour, qui offrent aussi plein d'activités pour vraiment, vraiment, vraiment pas cher. Donc, j'invite à tout le monde à aller visiter là, les sites Internet ou du moins s'informer sur qu'est-ce qui est disponible. On a parlé du centre Intact Assurance tout à l'heure, qui est vraiment facile d'accès aussi. Donc, se faire encadrer, avoir du plaisir, être motivé, c'est pas mal ce qu'on peut retenir. Oui, puis si je peux juste conclure, là, vas-y. On n'en a pas parlé tantôt, mais même si on a un trouble neurodégénératif, l'entraînement peut... Tu sais, la barre va vers le bas, mais avec l'entraînement, on peut essayer que la barre aille moins vers le bas. Puis même si on gagne des capacités musculaires, des capacités cardio-respiratoires, on peut amener la barre un petit peu plus vers le haut. Fait que gardez ça en tête, que c'est pas la finalité, que si on s'entraîne, on optimise notre cerveau, puis on peut aider à réduire que la pente soit abrupte. Puis il n'est jamais trop tard non plus. Non, peu importe l'âge. Ce qu'on peut penser, c'est que ben là, j'ai 70, je n'ai jamais vraiment fait, c'est pas aujourd'hui que je vais commencer. Pourquoi pas? Exact. Il n'est jamais trop tard pour commencer. Merci vraiment beaucoup. Ça fait plaisir. Ça a été un plaisir pour moi. Pour moi aussi. Merci beaucoup pour l'invitation.